Merci. À mon tour de remercier les organisateurs de m'avoir associé à cette manifestation. C'est toujours un plaisir. Et donc, le thème qui m'a été confié était les biais en rhumatologie. Pourquoi cette question? À ce jour, on n'a pas encore trouvé de meilleure façon de nous aider à la prise de décision que la démarche expérimentale, qui est valable pour toute discipline, aussi bien les sciences humaines, la médecine, la philosophie, et qui part d'un constat, d'un cas, d'une situation, d'une observation, qui va nous faire soulever une problématique qui nous interpelle. À partir de cette problématique-là, on va élaborer une question à laquelle on va essayer de répondre via un processus expérimental suivant une méthodologie assez rigoureuse qui aboutira à des résultats, interprétations et, dans les meilleurs des cas, une généralisation de ces résultats. Mais pour que ça marche et pour que ça soit valable, il faudrait commencer par la question de recherche. Il y a deux grands types de questions de recherche. Il y a les questions qui s'intéressent au quoi, à savoir donc décrire un phénomène, on s'intéresse à savoir, à connaître l'étiologie ou l'épidémiologie d'une pathologie. Et le deuxième type de question de recherche, elle s'intéresse à savoir le pourquoi. Elle recherche une cause d'un phénomène à travers une association entre un facteur donné et une maladie. Et pour ces deux questions-là, la difficulté est de passer d'un concept d'association à une causalité. Qu'est-ce qui fait que, à partir si on retrouve une association entre un facteur donné et une maladie, on va conclure à une causalité? Je vais vous donner quelques exemples pour situer un peu le problème. Alors, il y a une étude qui a montré que les patients ayant cancer du poumon avaient plus de briquets dans leurs effets personnels que la population générale, et de façon statistiquement significative. Et la conclusion a été qu'il fallait utiliser des allumettes au lieu du briquet par rapport à cette causalité-là. Un deuxième exemple d'association et causalité, point d'interrogation, c'est le cas du téléphone qui sonne. Alors, si vous mettez une bouilloire sur le feu et que juste avant et quelques minutes plus tard, le téléphone va sonner et juste après, la bouilloire, elle siffle. Donc, dans la séquence, vous mettez la bouilloire, le téléphone sonne et elle siffle. L'autre cas, c'est que vous êtes assis dans votre jardin avec votre chien, quelqu'un s'approche de la porte et le chien aboie. La séquence est, vous êtes dans votre jardin, l'étranger approche et le chien aboie. Est-ce que si le téléphone n'avait pas sonné, la bouilloire aurait sifflé? La réponse est oui, on est d'accord. On arrive à la fin de journée, on peut le faire en interactif, on est entre nous, il n'y a pas de souci. La deuxième question, c'est si l'étranger ne s'était pas approché, est-ce que le chien aurait aboyé? Probablement pas. Oui. Donc, même si les séquences, la causalité elle est définie par une association qu'on va retrouver, et ça, c'est les études qui vont nous les donner, une temporalité, il faudrait que le facteur soit avant la survenue de la maladie, et il faut qu'il y ait un support physiopathologique qui soit logique et qui ne soit pas expliqué par autre chose. L'exemple que je préfère et que je donne souvent, c'est celui de Smahan, parce que j'aime beaucoup Smahan. Donc Smahan est née et puis Smahan est décédée. Si Smahan n'était pas née, elle ne serait pas morte. Du coup, la naissance de Smahan est la cause de son décès. Probablement pas. Alors justement, donc la question qui se pose, c'est cette causalité-là qui dépend de différents facteurs. Dans le cas, par exemple, de notre pathologie type PR, on a des facteurs environnementaux, des facteurs déterminants et une susceptibilité génétique. Comment faire la part des choses et comment, en pratique, chercher l'effet causal quand on lit pour nos prises de décision. Alors, on a beaucoup parlé d'évidence-based médecine, et la médecine basée sur les preuves, pour rappel, est une médecine qui n'est pas basée juste sur ce que nous disent les papiers et les publications. C'est une intersection de 3 éléments. Le premier, c'est ce qu'on a dans les publications. Le deuxième, c'est l'expérience propre du clinicien. Et le troisième, c'est la préférence du patient. Et l'evidence-based medicine est à la croisée de ces 3 éléments. Elle prend en considération notre expérience en tant que clinicien, en tant que praticien, ce que rapporte la littérature et ce que préfère le patient. Et on essaie de trouver un meilleur compromis entre les 3. Et donc, pour nous aider à cette prise de décision,
il y a ce qu'on appelle la pyramide de l'évidence, avec les différents niveaux de preuve des différentes études que vous connaissez. Le but de ces études étant, encore une fois, comme on l'a dit, de rechercher l'association entre un facteur et une maladie. Le sommet du pic de la montagne, ce sont les méta-analyses. Ensuite sont suivis des essais randomisés et des enquêtes observationnelles. Et donc, dans cette littérature-là qui est très proliférique, on doit juger de la validité de l'étude, d'où la question des biais. Parce qu'on va nous présenter différentes études qui parlent de différentes conclusions, mais est-ce que ces conclusions sont valables, entre guillemets, et généralisables à notre population? Il faudrait faire attention à certains biais, donc certaines erreurs, dans l'interprétation de ces résultats. Et en gros, alors les biais, contrairement aux erreurs aléatoires, ne sont pas dus au hasard, mais c'est des erreurs systématiques qu'on introduit d'emblée dans nos protocoles d'études ou de recherche. Et il y a 3 grands types. On va les voir rapidement à travers des exemples. Un exemple pour chaque. Il y a la première catégorie, ce sont les biais de sélection, et qui concernent donc la population de l'étude. La deuxième catégorie sont les biais qu'on dit de classement et qui se rapportent à la collecte d'informations. Et c'est plutôt dans la partie méthode. Et le troisième type de biais, ce sont les biais de confusion. Donc c'est des facteurs externes qui n'ont rien à voir avec notre population, mais qui font du bruit et qui vont entraîner une mise à interprétation des résultats. On va commencer par les biais de sélection. Quel que soit le type de l'étude, comme on a vu au début, que ce soit une étude descriptive ou analytique, le but de la population étudiée, c'est qu'elle soit représentative de ce qu'on recherche. Si on fait une étude qui vise les polyarthrites rhumatoïdes, il faudrait que nos patients qui soient inclus dans l'étude soient des patients ayant une PR. Si on veut comparer l'effet de 2 traitements, il faudrait que les populations soient comparables à la base. Si on a des soucis à ce niveau-là, on appelle cela des biais de sélection. Alors un exemple, c'est le papier de l'équipe de M. Roux avec Karine Briot. Ils ont étudié l'incidence des fractures vertébrales chez la population désir, qui est une population de spondyloarthropathie récente. Et ils ont conclu que sur les 5 ans de suivi, ils avaient une faible incidence des fractures vertébrales par rapport à ce qui était décrit avant. Donc ça date de janvier 2019. Quand on voit leur tableau descriptif, donc la cohorte désir est une cohorte qui comprend 708 patients et ils leur ont fait un suivi de 5 ans. À la fin des 5 ans, ils ont vu les patients qui sont restés dans la cohorte et qui avaient des radiographies de suivi, dont le nombre est de 262. Est-ce qu'ils avaient ou non des fractures vertébrales? Pardon. Et donc, quand ils ont... Pardon. On est là. Ce qui s'est passé, c'est que, ils ont d'abord vu, entre les patients qui sont restés, qui avaient un suivi radiographique, et ceux qui n'avaient pas de radio, est-ce que c'est la même population? Pour pouvoir comparer. Et après, ils ont analysé les critères de la population. Donc on voit qu'ils étaient à 53% de femmes, avec à peu près le même pourcentage de HLA-B27, 57% de B27 positifs, et avec une durée moyenne de la maladie de 1,5. Donc 1 an et demi à peu près. Alors il y a eu un papier qui est sorti 2 semaines après qui disait qu'en fait il mettait en doute la population de l'étude, la population de désir, en disant qu'en gros c'était des femmes qui n'avaient pas d'HLA-B27 positif, qui étaient inclus selon les critères d'Azas, donc lombalgie. Et donc, dans la majorité des cas, ça se rapproche plus à une fibromyalgie qu'à une véritable spondyloarthrite. Et ça pourrait être une explication de la faible incidence des fractures vertébrales. Donc, en gros, il leur disait qu'ils n'ont pas étudié des spondyloarthrites, mais ils ont étudié autre chose, sur la sélection de leurs malades. Alors, comment on fait pour éviter ce genre de biais? Il faut faire attention à ce qu'on définit comme pathologie. Si on s'intéresse à une polyarthrite, il faut que ça réponde aux critères définis. Si on s'intéresse à une gonarthrose, il faut que ça réponde à des critères définis. Donc, il faut que la définition de la maladie soit claire, il faut que les questionnaires soient standardisés,
et que le recrutement des sujets se fasse dans le même environnement, pour qu'on n'ait pas de biais justement par rapport aux différents centres. Donc après le biais de sélection, on va voir un exemple de biais d'information ou de classement qui affecte donc la qualité des mesures. Alors, on dit dans le jargon statistique qu'il y a deux types de biais d'information, différentiels et non différentiels. Ça, c'est pour votre culture générale. Quand les biais sont différentiels, donc c'est un biais où il y aura une différence entre les groupes. Et biais non différentiels, c'est qu'ils vont affecter de la même manière les deux groupes. En général, dans un questionnaire, on recherche des notions telles que la toxicomanie, les habitudes sexuelles ou les choses qui sont tabous, les deux groupes vont faire des omissions. C'est un biais d'information, mais qui est valable dans les deux groupes. Donc, à la limite, il est moins grave que quand c'est une erreur différentielle, qu'on peut noter par exemple quand on recherche la prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire chez les PR versus pathologie générale. On sait que le patient qui a une polyarthrite rhumatoïde a une maladie inflammatoire. Donc, dans notre suivi quotidien, dans nos dossiers, on va plus être précis et on va plus rechercher ces antécédents-là que chez un lombalgique ou un gonarthrosique, ou du moins d'une manière moins plus précise, ce qui va entraîner un biais de collecte des données. Alors, il y a différents biais d'information. Il y a le biais de mémorisation, qu'on peut voir par exemple pour des données type la dose cumulée de corticothérapie. Quand on demande à un patient de nous rapporter combien il a eu de corticothérapie durant son parcours, c'est très difficile à avoir et c'est dû à sa mémoire. Il y a un biais d'information relatif à la qualité des données, c'est ce qu'on voit dans les études rétrospectives, et ça c'est inhérent à ce qui est dans le dossier. Et il y a le biais d'information qui est relatif à l'enquêteur. Et là je vais vous donner un exemple. Donc on avait fait, dans le cadre de l'étude Comora, c'est l'étude des comorbidités dans la polyarthrite rhumatoïde. C'est une étude qui a inclus 3920 patients répartis sur 17 pays, sur les 4 continents. Et on a fait, avec un questionnaire en une fois, en transversal, la collecte des comorbidités de ces patients, pour voir qu'est-ce qu'ils avaient comme comorbidité et comment ils étaient gérés dans chaque cas. Alors, on a trouvé que dans le cadre de cette étude, les pays qui avaient un PIB élevé, donc qui avaient des revenus élevés, le DAS 28 de leurs patients était faible, donc la maladie globalement était maîtrisée, mais tous les PRO, les Patient Reported Outcomes de leurs patients, quand on demandait la fatigue du patient, son EVA global, elles étaient plus altérées que chez les pays avec un PIB plus faible. Autrement dit, une polyarthrite en Norvège, qui aurait un DAS 28 faible, avait un EVA fatigue plus élevé que celui du Maroc ou de l'Égypte. Et on n'arrive pas à s'expliquer cela, mis à part que par le biais de l'information et de la collecte de la donnée. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le protocole, on avait distribué aux différents centres le CRF en anglais. Et on n'avait pas précisé au centre est-ce qu'il devait formellement le traduire dans une version validée en langue locale ou pas. C'était laissé libre à l'investigateur. Donc dans certains pays, ça a été fait, dans d'autres pays, tels que le Maroc, ça n'a pas été fait. Ce qui revient à dire que sur la question est-ce que vous êtes fatigué, si maintenant je vous pose la question wesh ayyan, wesh mskhsakh, wesh mdegdeg, c'est différents niveaux de fatigue. Et donc en gros, oui. Et ça, on ne peut pas le mesurer. D'où l'intérêt d'avoir un questionnaire validé. Ça, c'est d'une part. Et si je vous avais posé la question en début de matinée et en fin de journée, ma formulation de question aussi diffère. C'est tout l'intérêt d'avoir dans nos protocoles, et quand on analyse donc les articles, de voir est-ce que leurs critères ont été bien formulés et ont été donnés de la même manière à tout le monde dans tous les centres. Parce que ces changements-là peuvent altérer les résultats. Et c'est ce qu'on appelle un biais de classement ou d'information. Et donc, comment éviter ces biais-là? C'est comme on a dit, on va choisir des instruments de recueil fiables. On va former les enquêteurs qui vont remplir ces CRF. On va leur expliquer ce qu'on leur demande et comment poser la question. 2. Et il faudrait que le CRF soit rigoureusement bien écrit. C'est les 3 pistes. Donc, on a vu biais de sélection, qui concerne la population de l'étude, les biais d'information qui concernent la collecte donc des données, et le troisième biais, c'est les biais de confusion. L'exemple en est les études qui se sont intéressées à la vitamine D
dans la spondyarthrite, on sait tous que la spondyarthrite est un rhumatisme inflammatoire chronique. Par le biais la théorie a été portée que par les biais des cytokines inflammatoires, on agissait sur le métabolisme de la vitamine D et on avait une hypovitaminose D due à l'activité de la maladie. Ça, c'était inversant. Sauf que, de l'autre côté, ce qu'on oublie, c'est que, enfin, ce qu'au début on avait omis, c'était que dans les SPA actives, elles ont une mobilité réduite, donc elles ont une activité physique plus basse que la population générale, elles sont moins exposées au soleil, et ne serait-ce que par ce mécanisme-là, elles pourraient avoir une vitamine D plus basse. Donc il n'y a pas que le fait de l'inflammation qui expliquerait l'hypovitaminose D chez nos patients ayant une spondylarthrite axiale, c'est également le fait de son immobilisation, surtout s'ils ont des déformations et des raideurs. Et donc, comment éviter ce genre de biais-là? C'est qu'il faut y penser à l'avance, à travers donc les lectures que vous faites avant d'initier vos études, et de les inclure dans vos protocoles pour qu'on puisse ajuster. Quand on l'avait fait, l'étude, on avait inclus dans le protocole l'activité physique évaluée par le questionnaire MEDPA. Et on a ajusté dans l'analyse sur tous les patients le score global d'activité physique pour qu'on puisse pallier à ce biais. Donc quand vous lisez les articles également, si vous voyez qu'il y a un paramètre qui est important pour expliquer une variable et qui n'est pas pris en considération dans le protocole, c'est un biais de confusion. OK? Donc, c'est ce qu'on a dit, comme on évite les biais de confusion, c'est par les analyses statistiques, on peut faire des appariements, des stratifications, des modélisations qui vont permettre, in fine, de réduire ce biais. Mais il faut qu'on ait l'information à la base. Il faut qu'on ait le score global d'activité physique chez nos patients. Sinon, on ne peut pas ajuster dessus. Donc, il faut y penser en avance. Donc, en gros, et j'arrive à la fin, on a 3 types de biais en rhumatologie, en méthodologie de recherche. Il y a les biais de sélection qui intéressent la population étudiée, les biais de classement ou d'information, et les biais de confusion, qui sont des facteurs tiers sur lesquels on va ajuster. Les 2 premiers doivent être pris en considération d'emblée dans le protocole. Le 3e, on peut ajuster dessus dans l'analyse. Donc quand vous faites vos lectures et quand vous analysez des résultats d'études ou d'essais randomisés, faites attention à ce que la conclusion porte sur la population étudiée et la généralisation des résultats porte effectivement sur la population de l'étude. Je ne vais pas faire une étude d'une injection intra-articulaire chez les patients gonarthrosiques stade 1 ou stade 3 et dire que c'est valable pour tout le monde. Il faut faire attention à la population de base et la conclusion qui a été faite. Donc pour finir, 2 papiers. Vous vous doutez bien que l'équipe de Christian Roux a répondu à nos amis indiens sur leur papier. Donc je vous invite à le lire, il est gratuit et il est en open access. En gros, ils leur ont dit que les spondyarthrites récentes ont un ratio féminin plus élevé que dans les spondyarthrites anciennes. Que le HLA-B27 n'était pas obligatoire chez tous les patients spondyarthritiques, et qu'il ne s'agissait pas de patients ayant une lombalgie commune, mais une lombalgie inflammatoire depuis plus de 3 mois. Donc la précision est de taille. Et comme le sujet était les biais et les erreurs en rhumatologie, je n'ai pas pu m'empêcher de vous parler de cette méta-analyse qui s'est intéressée à la puissance des essais cliniques et leur qualité méthodologique. Et donc c'est sur la base des données Cochrane, plus de 100 000 essais, au total analysés, ils ont vu quels étaient les essais les mieux faits sur le plan statistique et méthodologique. Et ce qu'il en ressort, c'est que quand le premier auteur est un homme et que le dernier auteur est une femme, c'est l'association qui est le plus corrélée à une meilleure qualité des papiers. M. Baheli rigole, mais c'est vrai. C'est d'evidence-based medicine. Et donc, ce qui sous-entend qu'il faudrait promouvoir les femmes dans des postes académiques. Heureusement, nous, au Maroc, on est gâtés, donc ça ne manque pas. Et c'est ce qui donc ça nous réconforte. Et je suis ouverte à vos questions.